Bonsoir à tous. L'impérial terrorisme, c'est le titre d'un livre écrit par Dr Franklin Nyamsi qui est sorti le 1er mars dernier à Bamako. Un ouvrage selon son auteur qui donne une description vigoureuse de la forme contemporaine de la déstabilisation occidentale et moyen-orientale de l'Afrique, requisant les explications religieuses de la grande déstabilisation en cours, notamment depuis la destruction de la Libye en 2011 et l'invasion subséquente du Sahel par l'OTAN et ses sponsors. Ce document place toute l'Afrique face à ses responsabilités, celle de s'unir pour combattre l'impérialisme, terrorisme ou se résoudre à disparaître selon Dr Nyamsi. Et pour parler de cet ouvrage qui est en kiosque, nous avons invité sur ce plateau l'auteur du livre, Dr Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, et 3 avocats, tous membres de l'Institut de l'Afrique des Libertés installés en France. Et je vous laisse découvrir ces 3 avocats. Oui, moi c'est Maître Alexis Iou. Je suis avocat au barreau de Lille, docteur en droit et enseignant à l'université de Lille. D'accord. Maître, et vous? Merci, cher monsieur. Je suis maître Aboubekr Njifoutaou, comme vous l'avez si bien précisé, le président du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, en séjour ici à Niamey, dans le cadre d'une affaire très importante, une affaire pénale, qui concerne la famille Banga Moustapha et qui engagerait les responsabilités de l'État français. D'accord. Alors, moi c'est Sylvain Sanda, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, et je suis un ancien membre du Conseil de l'Ordre. Du Conseil de l'Ordre. Merci. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat où nous allons parler du livre écrit par le président de l'Institut de l'Afrique des Libertés dans sa croisade contre l'impérialisme occidental et l'impérialisme français en particulier. Pourquoi un ouvrage sur l'impérial terrorisme? Quel est le bien fondé d'une telle analyse? Quel est l'objectif recherché à travers cette réflexion? Quel est le public cible à atteindre pour cette profonde réflexion? La réponse à toutes ces questions dans ce débat que nous débutons par cette question. Professeur MC, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau du grand débat. Bonsoir, mon cher Pourquoi cet ouvrage intitulé L'impérial terrorisme pour nos téléspectateurs? Je salue le grand peuple du Niger, ici rassemblé. Je vous salue, mon cher Abdoulaye Tiemoro, et la grande famille de la Télé Sahel, qui est de plus en plus mondiale. Merci. Cette chaîne de télévision fait le bonheur des Africains de tous les continents, depuis qu'elle s'est mise au service de la souveraineté de ce pays, la Boussanino, Zanchan Kassane. Merci. En prenant la parole ici, je tiens à remercier solennellement les plus hautes autorités de ce pays, le peuple chaleureux africain du Niger, que nous appelons les Nigérois et les Nigériennes, pour l'intensité de son engagement. Aujourd'hui a été une journée bénie, mon cher Abdoulaye. C'était la journée de la dédicace de l'ouvrage autour duquel vous m'interrogez en compagnie de mes... L'ouvrage qui est là dans mes mains, parce que vous m'avez dédicacé ça aussi. Jusqu'à 16h. D'accord. Jusqu'à 16h, je signais des dédicaces. Je ne suis pas rentré chez moi depuis ce matin. Ah oui. Parce que les Nigériens et les Nigériennes, les Nigérois et les Nigériennes se sont emparés de cette œuvre comme l'affirmation de leurs droits. Impérial terrorisme est un mot composé de 2 mots. Impérial qui renvoie à l'empire et terrorisme qui renvoie à l'usage de la terreur à des fins économiques, religieuses, politiques ou même tout simplement psychopathologiques. Parce qu'il y a des gens qui peuvent exercer la violence parce qu'ils vont mal eux-mêmes. Bien sûr. Or, en fait, quel est le problème? D'accord. J'écris ce livre parce que je me rends compte qu'on a voulu nous imposer dans les médias internationaux occidentaux et dans les médias africains occidentalisés l'idée que les terroristes qui ensanglantent le Sahel, le golfe de Guinée, qui ensanglantent même l'Afrique centrale et l'Afrique en général depuis maintenant pratiquement 20 ans, que ces terroristes-là, ce sont des gens qui veulent nous imposer une nouvelle religion. On a voulu nous imposer le concept de djihadisme pour nous donner l'impression que c'est la belle religion musulmane dans laquelle nous vivons pourtant dans la paix depuis plusieurs siècles, que c'est elle qui serait la source de nos souffrances. Or, en fait, le philosophe, examinant le concept de djihadisme, s'est rendu compte qu'il ne correspondait pas à la réalité des groupes qui tuent, qui ensanglantent, qui pillent notre continent. En fait, ce n'est pas pour des raisons religieuses que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad sont attaqués. Ils sont attaqués parce que des puissances qui ont été négrières,
colonialistes, néocolonialistes et aujourd'hui impérialistes, parce qu'elles veulent imposer leur empire sur le monde, ont décidé de se cacher derrière des motifs apparemment religieux, d'où le concept de djihadisme, pour maintenir l'Afrique en situation d'instabilité et ainsi imposer des dirigeants africains qui ne sont pas au service des peuples et qui sont au service des puissances étrangères pour piller le pétrole, l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, le lithium, le gaz, bref, toutes ces choses que Dieu Tout-Puissant a abondamment données aux Africains, première civilisation humaine. Voilà pourquoi j'ai introduit un concept nouveau. Faire de la philosophie, c'est produire des concepts, disait Deleuze. J'ai introduit un concept, celui d'impérial terrorisme. Les impériaux terroristes sont des mercenaires financés par les puissances occidentales et moyen-orientales qui ont esclavagisé les Africains depuis le 9e siècle, pratiquement jusqu'au 18e, 19e, qui ont attaqué de façon barbare pour coloniser les Africains, notamment à partir du 18e. Les mêmes puissances qui ont organisé la pseudo-décolonisation à partir des années 40, ce sont ces puissances-là qui ont créé Al-Qaïda dans les années 80, dans le cadre de la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Et quant à l'État islamique, l'actuel président américain, Donald Trump, a clairement indiqué que c'est l'administration Obama-Clinton qui a financé la naissance de cette organisation. Ils font semblant d'être des musulmans pour salir le bel islam africain, islam de paix, islam de fraternité, de solidarité et d'amour. Ils se cachent en utilisant apparemment des symboles bien islamiques, mais en fait ce sont des mercenaires bassement payés pour faire couler le sang, la sueur et les larmes en échange de quelques espèces sonnantes et trébuchantes et par la suite de nous imposer des roitelets, des valets de l'étranger et qui maintiennent l'un des peuples les plus riches au monde, qui soit le peuple nigérien. Bien sûr. Ce peuple est assis sur l'une des terres les plus riches qu'il y a au monde. Il s'agit de le maintenir dans la misère pour que des peuples dont les terres sont pauvres, eux, continuent à être dans la prospérité. C'est pour ça que j'ai créé ce concept. Et mon cher Abdoulaye, le livre marche du tonnerre. C'est-à-dire qu'au Mali, nous avons rapidement été débordés par la demande du livre. Nous avons dû réimprimer plusieurs fois. Venant ici au Niger, le livre était fortement demandé. Il est demandé au Burkina, il est demandé partout. Et il marche très bien, en Europe et aux États-Unis, où à travers Amazon, on peut le commander et se le faire livrer chez soi. Merci, professeur Nyamsi. Oui, maître, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce concept que vient de créer professeur Nyamsi, Franklin? Bonsoir, merci. Dans sa croisade contre l'impérialisme, c'est de ça qu'il s'agit, il faut le dire. Voilà. Oui, je crois que le professeur a tout dit là-dessus, que je ne peux qu'agréer et soutenir ce qu'il a dit. Effectivement, il était temps que l'on sorte de ce langage, de ce paradigme qu'on nous a imposé en faisant croire que nous ne sommes pas... que nous sommes confrontés à une question religieuse, alors qu'il n'en était pas du tout une. Et donc, ce qu'il dit est totalement une manière d'éveiller les consciences des Africains, des Africains et des Africaines sur la réalité de la domination de l'Afrique par les Occidentaux. Merci. Maître, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ce que déjà Dr Franklin a dit et l'autre avocat? En fait, pas grand-chose. C'est vrai que depuis des siècles, des mercenaires invisibles des puissances étrangères ont intérêt à maintenir la tête des peuples africains sous l'eau, de manière à ce qu'ils puissent nous tirer dans tous les sens par le bout du nez et faire de nous, ainsi que de nos richesses divines, ce qu'ils veulent, ce qui leur convient. Donc, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, qui correspond à un siècle où la révolution doit intervenir, afin que chacun de ces peuples, à travers le monde, puisse recouvrer son entière souveraineté. C'est un combat nouveau qui s'ouvre. Il sera certes long, émaillé de difficultés, jonché d'embûches, mais j'exhorte tous les peuples du monde à tenir bon, parce que la liberté ne s'acquiert pas sans difficulté, ni obstacle. Merci, maître. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous Merci. allez ajouter sur Alors, moi, cette question, j'ajoute que depuis que j'ai lu ce livre impérial terrorisme, je deviens juriste philosophe. Vous devenez juriste philosophe? Oui, c'est-à-dire que
la philosophie devient une production idéale et une reproduction matérielle qui est faite de concepts purs et réflexifs autour desquels les gens attachent un prix et déterminent un sens à leur existence. Et c'est cette existence-là, effectivement, que les terroristes empêchent aux habitants de l'Afrique, du Sahel, de vivre décemment. D'accord. Et je crois que dans ce cadre-là, le Niger a un instrument juridique depuis la loi de 2016. Bien sûr. Et cette loi doit être renforcée parce que je souhaite qu'il y ait une création dans le périmètre de l'AES d'un cadre plus coercitif pour effectivement sanctionner les terroristes. D'accord. Merci. Avant peut-être de continuer ce débat, je dois préciser qu'on a la visite des étudiants de l'Université moderne des sciences de la santé qui étaient là. Bonjour à vous tous. Et sans doute qui sont venus aussi observer docteur Franklin, qui n'est pas présenté parce qu'on vous voit chaque fois sur les réseaux sociaux en train de défendre en tout cas cette cause de lutte contre l'impérialisme occidental. Merci. Et professeur MC, qu'est-ce qui vous a poussé à cette analyse et tous les propos contenus dans cet ouvrage et quelles sont vos preuves? Parce que ce que vous dites est très grave. Ah mais c'est gravissime. Voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé à produire ce livre? Voilà. Il y a eu 3 électrochocs. OK. Le premier, c'est le 15 août 2022. OK. Le Mali, à travers son ministre des Affaires étrangères, notre frère, le ministre Abdoulaye Diop, voilà, intervient à la tribune des Nations Unies et accuse frontalement la France d'armer, de financer et de soutenir les groupes terroristes au Sahel. D'accord. Le Mali demande une confrontation avec la diplomatie française pour présenter ses preuves dans une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay. On peut s'attendre qu'au pays de Descartes, qui dit que dans le discours de la méthode scientifique, l'évidence doit être en réalité ce qui s'impose de manière claire et distincte lorsque la preuve est manifeste. Au pays de Descartes, on décide de refuser la confrontation. On décide de piétiner Descartes et d'affirmer plutôt le pouvoir, à la limite, de Freud, le pouvoir de la pulsion. D'accord. On accuse le Mali d'être dans le délire, le mythe, la fiction, la mythomanie même. Et ça, c'est le premier électrochoc. Je me pose la question de savoir, et si le Mali avait raison? Et si le Mali avait raison? Mais pendant que je suis en train de me poser cette question et que je commence à essayer de chercher les preuves que le Mali a invoquées, un deuxième électrochoc survient. Un certain 26 juillet 2023, une révolution éclate au Niger. Au Niger, il y avait un régime qui avait choisi de présenter les terroristes comme ses alliés, qui avait même dit que les terroristes étaient plus aguerris que l'armée nationale. Un régime qui avait méprisé le Mali en lutte contre le terrorisme, qui avait méprisé l'histoire du panafricanisme révolutionnaire, qui avait méprisé l'initiative africaine de souveraineté, partie du Mali du président Assimi Goïta. Ce régime tombe. Il se trouve que je fais partie des analystes politiques qui en avaient annoncé la chute certaine. En disant qu'à Niamey, il y avait un juntar qui allait faire boum. Et il fit boum. Mais ce fut un électrochoc parce que le nouveau régime qui était déterminé, et le demeure jusqu'à ce jour, à lutter contre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances qui parrainent et qui créent les organisations terroristes, accusait à son tour la France et les autres puissances de l'OTAN, présentes notamment à travers les infrastructures des Nations Unies, mais aussi les forces multinationales soi-disant de paix, d'avoir des responsabilités dans le financement, l'armement, la couverture médiatique et même la couverture diplomatique des terroristes. Deuxième électrochoc. D'accord. Mais si le Niger peut le dire, c'est grave. Et entre-temps, un troisième électrochoc avait eu lieu au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est ça. Où le capitaine Ibrahim Traoré entreprenait la rectification de la révolution du MPSR en créant le MPSR2 qui nous a permis de l'appeler Sankara 2. Là, qu'est-ce qu'il faisait? À peine le pouvoir pris à Ouagadougou, il assénait les mêmes accusations extrêmement puissantes, troublantes, désarmantes et scandaleuses contre la France. Dans les mêmes termes pratiquement que le Mali et dans les mêmes termes qu'on devait entendre le Niger à son tour se plaindre. Là, c'était la goutte d'eau
qui devait faire déborder le vase. Le philosophe devait entrer dans son athanor afin de produire un concept qui éclaire cette situation. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. D'accord. Maintenant, vous avez parlé des preuves. Bien sûr, des preuves. On m'appelle le docteur des preuves. Ah oui, il faut des preuves. Mon cher Abdoulaye Tiemogo, j'ai des preuves. D'accord, on y va. J'en ai 6. Première, les puissances qui sont accusées de parrainer le terrorisme sont exactement, pour la plupart, les puissances qui sont venues ici déporter plus de 100 millions d'Africains entre le 9e et le 18e siècle. Si vous regardez la liste des puissances de l'OTAN, vous vous rendez compte que c'est la liste des puissances négrières occidentales. Et si vous voyez quels sont leurs principaux alliés au Moyen-Orient, vous vous rendrez compte que les alliés de cette puissance occidentale au Moyen-Orient sont les bases où résident les principaux chefs terroristes des organisations Al-Qaïda et l'État islamique. C'est ça. Et donc, il y a une alliance occidentalo-moyen-orientale pour impérialiser et terroriser l'Afrique. Preuve 1, incontestable. Vous prenez la liste, vous prenez les pays qui se sont permis de déporter des centaines de millions d'Africains, vous comprenez que c'est la même barbarie. Vous prenez la liste des pays coloniaux, mais c'est eux. Ça correspond à la liste des pays de l'OTAN. Et vous prenez la liste des pays qui ont organisé des guerres civiles, des rébellions, des sécessions, des coups d'État pour imposer des valets à la tête de nos pays et continuer à les piller, c'est la même liste. C'était donc la première preuve. Deuxième preuve, Madame Hillary Clinton écrit des mails à l'intérieur de son équipe. Elle était secrétaire d'État des États-Unis sous Obama. Il se trouve qu'un journaliste d'investigation puissant, Julian Assange, qui fait hommage à votre noble métier, mon cher Abdoulaye, il va réussir ce qu'on appelait le scandale Wikileaks. Il déclassifie, il réussit à casser la confidentialité des emails de Mme Hillary Clinton et patatras. Qu'est-ce qu'on découvre? Mme Hillary Clinton et ses conseillers disent dans leurs emails pourquoi ils ont tué Kadhafi. C'était pas pour la démocratie, les droits de l'homme, la gentillesse humanitaire. Venez mes petits Africains, vous avez faim. C'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ils disent dans leurs emails, il faut tuer Kadhafi, il faut casser la Libye parce qu'il risque de créer une monnaie qui va mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro, du franc CFA et bien sûr les Africains. Et il risque de favoriser la naissance d'une grande puissance en Afrique noire. On doit le tuer et piller son pétrole. Deuxième preuve, incontestable. Personne ne peut contester. Car la méthode que j'ai employée, c'est l'art de manger mon piment dans la bouche de celui-même qui a commis le crime. Troisième preuve, une conversation célèbre qui concerne d'ailleurs aussi le Niger, entre l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et l'ancien président américain Barack Obama. Ça se passe le 27 mai 2011 à Deauville. Le G7 s'est réuni, on invite accessoirement des pays africains. Le président nigérien d'alors a le courage de se lever, voyant qu'on est en train de casser la Libye, et de dire dans son meilleur anglais possible au président Obama, « President, please, don't destroy Libya. » Ne détruisez pas la Libye, pardon. Don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Réponse d'Obama, we will finish the job. Traduction, on va continuer le travail, c'est jusqu'au bout. On est venu casser l'Afrique parce que nous voulons continuer à la voler et à la piller. On passe à la quatrième. C'est la conversation Sergueï Lavrov et de l'autre côté, un certain Laurent Fabius. Ça se passe en 2013. Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères. Fabius, c'est le ministre français des Affaires étrangères. La France maquille son intervention militaire au Mali au motif qu'elle veut combattre les djihadistes. Aujourd'hui, on sait que ces djihadistes sont ses amis. Ah oui, bien sûr. N'est-ce pas? Parce qu'elle veut repositionner des soldats sur le sol malien, elle alerte les autorités maliennes que Bamako va être envahi. Les djihadistes arrivent. Ils sont en train d'arriver. En fait, on ne les a jamais vus arriver. Parce qu'ils n'étaient pas capables de prendre Bamako. Mais il fallait faire peur aux Maliens pour qu'ils appellent à l'aide. Mais les Maliens appellent à l'aide par une lettre que nous avons. Elle est écrite par le président Dioncounda Traoré, de la transition malienne d'alors. Il demande essentiellement deux choses. Donnez-nous un appui-feu aérien et du renseignement satellitaire, c'est tout. Or, Hollande, lui, l'occasion faisant le larron, veut profiter de la demande malienne pour repositionner, 60 ans après la proclamation des indépendances, les troupes françaises sur le sol malien. On lui demande simplement que l'aviation française bombarde en hauteur et qu'elle reparte sur ses bases habituelles. On lui demande de donner des informations satellites. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait débarquer 6000 militaires français au sol. Alors, mais avant de le faire, il demande aux Russes qui peuvent opposer leur veto au Conseil de sécurité. S'il vous plaît, ne vous y opposez pas, c'est pour le bien de la paix et de la sécurité internationale. C'est ça. La Russie n'a pas encore entièrement perçu et maîtrisé le jeu de la France à cette époque. Elle dit,
Allez-y. Mais Lavrov fait le commentaire suivant, mon cher Abdoulaye. Vous pouvez aller intervenir, mais vous vous préparez, mon cher Laurent Fabius, ministre français, vous vous préparez maintenant à combattre les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. Mais ça, c'est scandaleux. Comment on peut armer les terroristes d'un côté et de l'autre côté, envoyer 6 000 soldats sur le sol d'un pays pour combattre les terroristes qu'on a armés? Il y a de la marque dans l'air. Tout à fait. Cinquième preuve, parce qu'il y en a 6. Il y en a 6. Quand je me préparais à fermer ce livre, à ce moment-là, la chef du renseignement américain venait d'être nommée. Une révolution démocratique venait d'avoir lieu aux États-Unis. Donald Trump est élu. Il nomme une certaine officière générale des États-Unis qui s'appelle Tulsi Gabbard. Elle est militaire de formation. Il la nomme à la tête du renseignement. Selon la tradition américaine, pour prendre fonction, on commence d'abord par prêter serment devant le Parlement. Et on est écouté dans une audition préliminaire avant d'être confirmé dans le poste. D'accord. Cette femme lève la main droite comme ça, devant leur Bible américaine là, et dit « Je jure, I swear that I will say the truth and only the truth. » Je jure que je ne dirai que la vérité. Bon, nous, Américains, nous devrions avoir honte. Je ressens de la honte à cet instant précis parce que j'ai la preuve que la déstabilisation de l'Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afrique, par Al-Qaïda et l'État islamique, c'est nous, États-Unis d'Amérique, et nos alliés qui l'avons créé, qui l'avons financé. J'ai les documents officiels. On essaye de la faire taire parce que c'est une bombe qu'elle lâche. Elle dit non. C'est moi qui vais être maintenant la chef du renseignement. Mais je veux qu'on mette fin au soutien aux organisations terroristes qui ont tué 4000 Américains le 11 septembre 2001. Je veux qu'on y mette fin. Elle lâche là la cinquième preuve que je mets dans ce livre. Et comme, en fait, comme on dit à Abidjan, quand Foutou vient de tomber dans la sauce, c'est pas mauvais. Et on dit en général que beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. C'est ça. Voilà Elon Musk, l'homme d'affaires qui venait d'être nommé au gouvernement américain. Lui, il a publié la liste des paiements directs du trésor public américain à Al-Qaïda, à l'État islamique et à tout ça. J'ai pris cette preuve et je l'ai mise dans ce livre. Désormais, avec ce livre, toute africaine, tout africain ne peut plus se faire intimider par un occidental quelconque sur la question de la nature et l'origine du terrorisme. Ce n'est pas la belle religion musulmane qui ensanglante l'Afrique, c'est l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Voilà la démonstration. Merci vraiment, professeur Franklin, pour toutes ces explications. Merci. Maître, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Sincèrement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Cette analyse, son analyse est pertinente. Elle est pertinente. Il suffit seulement de lire le livre et les gens seront convaincus de tout ce qui vient de dire. Je dirais tout simplement que tout ce que vient de dire le professeur, s'il y avait une once d'erreur ou de contre-vérité, vous savez, nous on est en Europe, il aurait déjà eu un procès au dos. On lui aurait déjà, le livre serait déjà saisi d'ailleurs, et il serait un procès. Si les gens ne disent rien, c'est justement parce qu'ils savent que c'est des vérités. Crues. Voilà. D'accord, maître. Merci, maître. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette analyse? En effet, il y a un vieil adage qui dit qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent? Les preuves matérielles qui sont contenues dans l'ouvrage du docteur Nyamsi Franklin intitulé L'impérial terrorisme sont des preuves matérielles probantes qui parlent d'elles-mêmes et établissent les faits tels qu'il vient de vous les exposer. Donc, si le contraire peut y être opposé, nous n'avons qu'à attendre ceux qui sont intéressés par cette démarche-là. D'accord. Merci. Maître, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette J'ajoute tout simplement que mon père disait que ses plus beaux jours, ce sont des jours qu'il a passés dans les bras d'une autre femme. C'est-à-dire sa maman et l'autre femme. Voilà. Et donc, moi, je dirais que les plus beaux jours en matière de terrorisme, c'est des jours où j'ai passé ma vie à lire le livre impérial Terrorisme. Voilà. Merci. Docteur Nyamsi, vous avez expliqué ce qui vous a poussé à écrire ce livre, ces preuves, toute cette analyse. Quel sera votre message en direction de toute cette jeunesse qui nous regarde pour mieux comprendre et apprendre cet ouvrage et son contenu
pour vraiment que les gens comprennent ce que c'est que le titre que vous avez, l'impérial terrorisme, et comment souvent c'est créé de toutes pièces par l'Occident. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quel sera votre message en direction de toute cette jeunesse? Alors, merci. Voilà. La jeunesse africaine, confrontée aujourd'hui au fléau du terrorisme... Parce que ce matin, je précise que vous étiez avec les étudiants de l'Université de Niamey aussi qui sont venus à votre conférence de presse. Et après cette émission, je vais encore en rencontrer quelques-uns. D'accord, ok. Il y a d'abord à examiner les causes du terrorisme et à les enseigner très tôt à nos jeunes, afin qu'ils soient prémunis et pour ainsi dire vaccinés contre la prédication terroriste. Le terrorisme, il prospère là où l'ignorance règne. Ah oui. Il prospère là où la misère, la pauvreté règne. Il prospère là où il y a des filous, des grigous qui s'en vont prendre de l'argent en Occident pour venir tuer et faire tuer les leurs en échange de privilèges provisoires. Tout à fait. OK. Donc, il faut qu'on introduise dans l'enseignement de l'école primaire à l'université, à mon avis, un cours spécial de sécurité. Une initiation à la sécurité publique doit être faite le plus tôt possible. On doit faire prendre conscience à nos enfants, à proportion de leur intelligence, le type de menaces auxquelles ils ont affaire. Mais en même temps, nous devons agir sur les causes de la vulnérabilité des jeunes aux propositions terroristes. Donc, on doit éduquer tous les jeunes d'une génération. Nous devons nous efforcer de donner du travail à notre jeunesse. Car c'est une jeunesse désœuvrée qui est tentée de prendre ces raccourcis qui conduisent vers le biais de banque avec en même temps le sang des innocents. Troisième élément important, nous devons prendre conscience des engagements puissants que prennent nos dirigeants et ne pas les prendre à la légère. Quand le président Tiani, qui ne ment pas son peuple, le président Goïta, qui ne ment pas son peuple, le président Traoré nous disent d'où vient le terrorisme. Nous devons prendre au sérieux ces hommes parce que nous savons qu'ils sont prêts à mourir pour nous. Ah, bien sûr, ça ils l'ont démontré. Et qu'ils ont offert leur vie à leur nation. Absolument. S'ils avaient des comptes bancaires bourrés d'argent volé dans les paradis fiscaux, s'ils avaient des comptes bancaires en Europe, n'est-ce pas qu'on nous aurait dit qu'on les a saisis? Bien sûr. Et qu'on a arraché l'argent qu'ils ont volé? On parlerait d'eux comme des dictateurs de la France-Afrique avec les biens mal acquis. Bien sûr. Nos présidents, ils sont ici. Leur avenir est avec nous. Leur avenir est en nous. Par conséquent, notre jeunesse ne doit pas être tentée et flattée par des entrepreneurs politiques véreux qui veulent faire passer nos autorités pour des profiteuses, ce qu'elles ne sont pas. Il ne faut pas confondre les serviteurs du peuple avec les asservisseurs du peuple. Donc, 3 niveaux. L'éducation, l'engagement socio-économique, le travail, la formation et l'engagement citoyen, la conscience patriotique, la conscience panafricaine. D'accord. Merci, docteur MC. Oui, maître, qu'est-ce que vous allez ajouter à ce message en direction de toute cette jeunesse? Je pense qu'il a tout dit, le professeur. Il a tout dit. Je pense qu'il a tout dit. À ce niveau-là, je n'ai rien à ajouter. D'accord, maître. Il faudrait tout simplement, effectivement, que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience de son destin de demain et s'implique à sa construction de manière à évacuer tout éventuel obstacle qui pourrait briser son avenir. D'accord. Voilà. Et vous? Moi, je dirais à la jeunesse que l'avenir vous appartient. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire des choix pertinents pour relever le défi que les dirigeants de l'AES ont su déjà jeter des bases. C'est ça. Des bases pour la renaissance et la reconquête de la souveraineté africaine. D'accord. Et j'ai rencontré le président Tiani. C'est quelqu'un de sincère, de posé, de calme. Et c'est un monsieur qui a donné sa vie pour cette patrie. Tout à fait. Il en est ainsi de Assimi Goïta et de monsieur Ibrahim Traoré. D'accord. Avant de finir, parce que vous avez tout à l'heure parlé, vous êtes des avocats, vous avez parlé un peu aussi de ce que vous avez amené au Niger. En un mot, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce dossier du Nigérien qui a été, vous l'avez dit, oui, bien sûr, je l'ai dit. Disons c'était comment l'affaire? C'est quoi exactement l'affaire? C'est quoi exactement l'affaire? Bon, sous réserve de ce qui va vous être dit dans le cadre de cette affaire. Nous avons été saisis, donc le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, par la famille de la victime. D'accord, par la famille de la victime. Exactement. C'est clair. Il s'agit d'un ressortissant nigéro-burkinabé trouvé mort dans l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey.
Alors, en pareille circonstance, que prévoit la loi? Oui. La loi prévoit que les faits soient élucidés, que les responsables soient traqués et conduits là où il faut. Tout à fait. C'est-à-dire en prison. Bien sûr. Hein? Bon, selon les éléments recueillis à ce stade, qui ont été mis à notre disposition par la famille et les témoins que nous avons eu à rencontrer lors de notre séjour ici à Niamey, nous, avocats, ben, écoutez, avons pu déterminer le mobile de cet assassinat qui pourrait être consolidé par la juridiction pénale régulièrement saisie en France, à Paris. D'accord. Maintenant, selon également certains éléments qui sont en notre possession, l'assassinat survient au moment où un certain monsieur Sylvain Ité est ambassadeur de la République française au Niger. C'est ça. Bon, les autorités françaises sont aujourd'hui avisées de ce que la responsabilité de l'État français est engagée devant la juridiction française. À mon sens, l'action pénale engagée en appelle aux enquêtes qu'il convient de mener par des personnes compétentes. Nous verrons ce qu'il en ressort et nous sommes engagés, je pense que le professeur Franklin l'a souligné subrepticement dans son intervention, nous sommes engagés à être aux côtés des plus faibles, à défendre le droit des personnes en difficulté, démunies, parce que notre combat pour les causes justes ne connaîtra aucune limite. Cet engagement est inextinguible et ira, s'il le faut, jusqu'à la dernière goutte du sang du peuple africain. Merci Mathieu. Est-ce que vous allez ajouter ce dossier? Alors, sur le dossier Bonga, rapidement. Rapidement. En compulsant ce dossier, puisque nous avons des pièces que nous avons versées à cette plainte avec caution partie civile, sans préjudice également au secret d'instruction, puisque nous y sommes assujettis. Et donc, il apparaît que dans ce dossier, il y a des indices graves et concordants qui laissent supposer que l'ancien ambassadeur, M. Sylvain Ité, effectivement, a participé à la commission de cette infraction. Et donc, la justice française est saisie, la justice du Niger aussi est saisie de cette affaire-là. Donc, les juges d'instruction vont travailler là-dessus, instruire le dossier à charge et à décharge, et de déterminer essentiellement les accusés, puisqu'effectivement, il s'agirait certainement d'une cour d'assises, puisque c'est un crime. Et donc, nous disons que le dossier, c'est un dossier assez, comment dirais-je, triste, vu les conditions dans lesquelles M. Bonga a trouvé la mort. D'accord. Merci, maître. Et vous, on finit rapidement. Oui, alors je pense que mes confrères ont tout dit sur ce dossier. C'est vrai que nous sommes dans le cadre d'un crime qui a été commis de façon atroce sur un citoyen nigéro-burkinabé, moi je dirais peut-être africain tout court. Et nous sommes engagés, effectivement, comme me l'a dit mon confrère, à aller jusqu'au bout pour connaître la vérité dans cette affaire. Vous savez, l'affaire s'est passée en septembre 2023. Et bizarrement, en France, et au niveau de la chancellerie, personne n'en parle. On n'en a pas parlé. Or, si c'était le contraire? Si vous imaginez très bien que si on avait tué un Français ici? Oui, si c'était le contraire. Ben oui. D'accord. Donc c'est pour cela que vous comprenez très bien pourquoi nous sommes engagés, vraiment sans limite et déterminés. On ne ménagerait aucun effort pour faire aboutir ce dossier-là. D'accord. Merci. Merci, maître, vraiment pour votre contribution à ce débat, maître. Merci aussi à vous pour votre contribution. Merci, maître, aussi à vous et pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisque vous êtes installé, je l'ai dit, en France, mais vous suivez quand même tout ce qui se passe en Afrique et vous êtes engagé effectivement à défendre l'Afrique et ça fait plaisir de voir quand même des frères africains qui font ce travail. Je sais que c'est pas facile. Notre association, l'Institut de l'Afrique de la Liberté. Voilà, je sais que c'est pas facile. Vous avez l'avantage de recevoir son président ici présent. Tout à fait, c'est un engagement. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Docteur, merci une fois encore, merci infiniment. Vraiment pour ce que vous faites dans cette croisade. C'est de la croisade qu'il s'agit contre l'impérialisme occidental et beaucoup plus français qui nous a créé beaucoup de problèmes, qui nous a créé beaucoup depuis la colonisation à aujourd'hui. Fort heureusement,
qu'il y a quand même des présidents comme le président Tchani, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui ont pris le destin de leur pays en main et qui sont en train aujourd'hui, en tout cas, de tout faire pour que ces pays-là soient totalement libérés du joug vraiment colonial occidental. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et je rappelle, votre livre, il est là. L'impérial terrorisme, qui vous avez vous-même forgé ce concept, vous l'avez dit. Absolument. Et j'espère que toute la jeunesse africaine quand même doit s'approprier ce livre et le lire et comprendre en tout cas tout ce qui s'est passé dans le combat que nous sommes en train de mener au quotidien vraiment pour nos pays. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tous. On va s'arrêter là. Vive le Niger, vive l'Afrique. Se retrouver une prochaine fois. Toujours. À chaque fois quand vous êtes chez vous au Niger, on essaie toujours de vous avoir sur le plateau. Merci infiniment. Pour qu'on sache ce qui est en train de se passer à l'international. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci aussi pour votre fidélité au grand débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.